Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Oui, bon matin José. Ce matin, on est dans votre TAL. On est dans votre département, totalement dans votre expertise. L'émission que nous nous apprêtons à faire, selon moi, ne pourrait pas être réalisée dans n'importe quelle autre émission que la nôtre. Parce que vous êtes... ça fait combien d'années? 34 ans que vous êtes... C'est-à-dire, ça fait 40 ans que je suis psychiatre et j'ai fait de la pédopsychiatrie pour les jeunes. Oui. Pendant 34 ans. Bon. Et depuis le printemps, j'ai eu le droit, à nouveau, d'évaluer et traiter des jeunes à partir de l'âge de 13 ans. Oui. Alors, j'ai une bonne expérience dans le domaine. Oui. Et là, ce qui nous interpelle ce matin, c'est avant hier, il y a un jeune homme, Samuel Tremblay, 19 ans, qui est parti en fou avec sa voiture. Bien, c'est pas sa voiture, en fait, parce qu'il est accusé de vol de voiture. Là. Oui, c'est une voiture. Et exactement. Il y a eu poursuite policière. Il y a même eu un bon Samaritain qui a réussi à freiner cette poursuite-là en interposant sa Mercedes. Bref, grosse histoire qui aurait pu être très grave, parce que si le Samaritain n'était pas là, bien, il y aurait eu des piétons possiblement de mort à matin. Là. Et là, Samuel Tremblay a été formellement accusé de conduite dangereuse, de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, de vol de voiture, d'avoir fui les policiers. Et là, au Palais de justice de Montréal, il y avait la mère qui s'est exprimée, sa mère Amanda Tremblay. Et elle, sa première réaction quasiment, c'est qu'elle se consolait grâce à l'homme, là, au Samaritain, parce qu'elle dit que ça aurait pu être tellement grave, tellement pire que ce qui est arrivé. Et elle a profité de la tribune pour lancer un cri du cœur. Oui. Et là, elle a dit que ça fait des années que son fils y est suivi en psychiatrie et que là, il est délaissé. Ce matin, elle était en entrevue à l'émission de Paul Arcand. J'ai sorti 2 extraits pour bien exposer la situation. Alors, voici tout d'abord notre premier extrait de la mère de Samuel Tremblay. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale depuis très longtemps. Il a été suivi pendant plusieurs années en pédopsychiatrie quand il était mineur. Là, depuis l'âge de 18 ans, c'est des entrées et sorties de prison, mais sans aucun suivi psychiatrique depuis l'âge de 18 ans. Quand vous dites des problèmes de santé mentale, là, quel type de problème? Écoutez, je ne veux pas m'avancer nécessairement sur les diagnostics, parce que les diagnostics mineurs et majeurs, ça peut être très différent. Comme là, il n'a jamais revu de psychiatre depuis qu'il a l'âge de 18 ans. Il en a vu de l'âge de 3 ans à 18 ans, mais depuis l'âge de 18 ans, il est comme laissé un peu à lui-même. En fait, à cause de ses entrées, ses sorties de prison. Moi, ça fait plusieurs fois. Je suis allée à la cour en 2018 aussi pour une autre accusation du même type. Conduite dangereuse. Conduite dangereuse qui a présentement délit de fuite. J'ai parlé à la cour, j'ai demandé, j'ai expliqué la situation des problématiques de santé mentale. Ils l'ont rentré en prison pendant 9 mois. Ils l'ont ressorti avec un petit sac brun, pas de médication, pas rien. Bon. Là, il y a quelque chose, moi, que j'ai bien de la misère à comprendre, c'est pourquoi elle ne veut pas parler du diagnostic. Et à TVA, il y a eu un point de presse à la sortie du palais de justice, là. Ils ont posé la question aussi, elle a répondu la même affaire. Bon, ça, je ne vais pas embarquer là-dedans. Puis après ça, il y a même eu une autre question. Là, il ne l'avait pas à Paul Arcand ce matin, mais il l'avait dans le point de presse d'hier. Est-ce qu'il est violent? Bon, ça, je ne vais pas embarquer là-dedans. Fait que je ne sais pas c'est quoi. Mais là, savoir, est-ce qu'elle a peur ou est-ce qu'il vit son fils? Quand il n'est pas en prison, est-ce qu'il vit avec vous? Il vit à droite à gauche. Il n'y a pas nécessairement d'endroit fixe où il vit. Est-ce qu'il vous fait peur? Oui. Oui. Oui, ce qui est arrivé, ça me fait très peur, oui. Donc, oui. Je crois sincèrement qu'il y a besoin d'aide. Et puis, si là, on fait juste le remettre en prison, ça va se reproduire. OK. Fait que voici le portrait. José, je suis un spécialiste de la matière. Je suis pas content du tout. Elle a expliqué à la Cour ses diagnostics primaires et secondaires. Elle a expliqué à la Cour les 10 diagnostics de 3 à 18 ans. Est-ce que tu savais que quand il est passé en cour des délits criminels, est-ce que tu savais que c'était public?
Pourquoi nous cache-t-elle à la collectivité, suite à son cri du cœur, l'information minimale qu'elle a toute dévoilée publiquement dans un procès? On s'en va où avec ça? Cri du cœur sans information minimale. J'ai un problème, là. Ça marche pas. Mais vous qui êtes Parce que habitué moi, je suis de la appelé à cour, commenter. là, oui, mais j'ai une question pour vous. Parce qu'il doit avoir une... En passant, il est rendu à 19 ans, là, OK, le jeune. Oui. Mais y a-t-il quelque chose qui pourrait la nuire? Tu sais, pourquoi cette information-là, elle ne la dit pas? C'est-tu vrai, ça, qu'à partir de 18 ans, un jour, le diagnostic change, là? Non. Tu sais, tu peux pas passer d'autisme à Non, bipolaire, mais non, là, j'imagine, non, juste non, parce non, que ta non, fête est passée. Non, ils l'ont foutu dehors. Les services sociaux l'ont foutu dehors à 18 ans, ça a des affaires. Elle nous cache l'information minimale importante pour que nous puissions comprendre et réagir. Ce qu'elle veut, c'est nous agiter. C'est clair. Je suis pas content du tout. Non, J'aime mais pas le ça. point de base. Bon. Le point de base que depuis qu'il a 18... Il rentrait en prison, sortait, il cessait la médication. Il est allé en prison Mais à quelques... quelle médication? Ben, je sais pas. Ben oui, moi Mais non ça plus. le déstabilise quand il en prend pas, c'est ça qu'on croit comprendre. Puis pour qu'il rentre Bon. en prison, sort, rentre, il doit avoir un problème, là. À moins que ce soit de la délinquance. Tu sais, mais... Non, depuis l'âge de 3 ans. Alors, c'est ça. qu'est-ce qui fait suivre un enfant en psychiatrie à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans? Un diagnostic, déficience intellectuelle avec agressivité. Un retard mental. Premier diagnostic possible que c'est arrivé dans ma pratique. Dans ma pratique, j'ai vu des autistes sévères à partir de l'âge de 3 ans qui avaient besoin d'être médicamentés. Sinon, ils étaient hors contrôle. J'ai vu des enfants adoptés d'un pays où sévit la malnutrition, entre autres Haïti. Des jeunes enfants qui avaient été adoptés en Haïti et qui avaient été exposés à la malnutrition jusqu'à l'âge de 3 ans, adoptés, et il y avait toutes sortes de comportements. J'ai vu des enfants de mères toxicomanes, des mères qui se droguaient, solides, pendant la grossesse. J'ai vu des enfants de mères qui buvaient pendant qu'elles étaient enceintes. Alors, j'ai tout vu ça. OK? Première question. De quoi souffre ce jeune-là? On n'en a aucune idée. Elle a tout expliqué ça à la cour, mais nous, elle ne nous le dit pas. Parfait. Arrête l'ombre de l'argent, hein? Elle veut qu'il y ait plus d'argent de pomper dans le système? Ben, pas à elle, là, mais pour la santé mentale au Il y Québec. en a trop. Qu'il y ait Il y a plus trop d'argent. Il y a trop d'argent puis il y a trop d'intervenantes. Bon, ça, c'est l'opinion de Mailloux. Question que je te pose. S'il est si wild que ça, notre Tremblay, comment se fait-il qu'il n'est pas sur curatelle? Ananda, Mailloux, là, quand ils sont wild, il les met sur curatelle. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas ça, là? Ben, mettre sur curatelle, c'est-à-dire qu'il est déclaré inapte à gérer ses biens et sa personne. Ça veut dire que le curateur peut le rentrer où il veut, quand il veut. Qu'est-ce qu'il fait en liberté? Mais il peut le rentrer où, là, quand il veut? Puis quand... Dans des ressources d'accueil ou interné dans des milieux asilaires. Enfermé dans une ressource d'accueil, c'est-à-dire qu'il rentre dans une ressource d'accueil et il n'a pas le droit de sortir seul sur la rue. Il faut qu'il soit accompagné. Dans des maisons d'hébergement, là, surveillées. Ben oui. OK. C'est mon quotidien. OK. Ben d'ailleurs, il y en a, quand ils sortent de prison, qui s'en vont là dans des maisons d'hébergement. Puis Oui. c'est très, très, très surveillé, là. Ben oui. Dans des maisons d'hébergement pour patients psychiatriques. Mais là, en prison, là, encore là, j'ai une question. Puis, comme je vous dis, je suis contente de vous avoir avec moi. Qui décide qu'il arrête de donner sa médication en prison? Ben, il est pas évalué ou... Fait que ça se peut, ça, quelqu'un qui rentre là parce qu'il a un problème de santé mentale, puis on arrête de l'évaluer. Ça va bien? Oui. Il n'a pas été envoyé au bon endroit. Il a fallu qu'il soit envoyé à Pinel. OK. Alors, comment se fait-il que ce cas-là n'a pas passé par Pinel encore? Voyons. C'est un peu une joke, là. C'est un peu une joke. C'est une farce. Il vole des autos. Il n'a pas de permis de conduire. Il fonce dans le monde. Puis il est en liberté. Puis encore là, notre société en était chanceuse jusqu'à maintenant, là. Oui. Parce que c'est pas sa première fois. Il l'a dit qu'il avait été arrêté aussi pour le même genre d'histoire avant. Oui. Ah non, c'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qui vient chez les jeunes, les adolescents? Et c'est quoi mon problème numéro 1, moi, avec ces cas-là? L'alcool, la drogue. Non, pas l'alcool. La drogue. La pinotte.
La maudite pinotte. Alors, si vous avez une problématique quelconque, pas de santé mentale, de psychiatrie, de maladie psychiatrique, de troubles psychiatriques, la pinotte, c'est pas faite pour vous autres. Est-ce que c'est clair jusque-là? La pinotte, c'est le speed. C'est une amphétamine. Et les amphétamines, ça inclut le Vivance. Ça inclut l'Adderall. Puis ça inclut le speed sur la rue. Que votre speed, que votre pinotte soit légale, prescrit par un médecin, ou illégale, acquise sur la rue, ça vous fait le même effet dans votre petit cerveau. Mais encore là, faut-il que le médecin ou son psychiatre avant 18 ans y ait dit? Les dit à la famille. Alors, moi, des personnes wild comme ça, j'en ai jamais eu dans ma pratique, parce que je les foutais sous curatelle. T'es pas capable de te gouverner? Parfait. Tu perds ton droit de gérer ta petite personne et ton petit porte-monnaie. Puis j'en ai beaucoup. J'en ai toute une série de ce genre de cas-là qui sont sous curatelle. OK. Alors, c'est le curateur qui décide. Mais là, il nous manque de la formation sur la gravité de sa là, problématique. Les cris du cœur sans information minimale, je commence à être pas mal irrité. Et je le dis respectueusement pour Ananda. Ananda, si tu fais un cri du cœur, tu donnes l'information minimale pour qu'on puisse te venir en aide collectivement. Autrement, Ananda, là, tu auras avantage à te taire. Ici, on a quelqu'un, là. Elle dit, c'est exactement l'histoire de mon frère. Depuis ses 18 ans jusqu'à ses 25, il a passé Noël en prison. Il entrait, ressortait, rentrait. Il l'envoyait en psychiatrie. Il sortait après 2 semaines, il recommençait. Mon frère était violent. Ma mère avait peur. Il a déjà foncé avec son auto dans la maison de mes parents. J'étais assise dans le salon. J'aurais pu être blessée. Mes parents ont passé à JE parce qu'ils demandent de l'aide. On n'a rien. Mon frère ne sait pas où je vais car j'ai peur de lui. Il est schizophrène. Bon. Ce matin, là, c'est ça notre émission. Alors, schizo, le cas est très simple. Ça, écoute, c'est ma clientèle, là. OK? Il y a 40 ans, j'ai décidé que les cas les plus sévèrement atteints en psychiatrie, c'était mon pain quotidien. Alors, dans les cas les plus sévèrement atteints, je suis une sommité au Québec. Dans le cas de ce client-là, d'abord, on lui donne des antipsychotiques en injection. 1 fois par 3 semaines, 1 fois par mois. Et maintenant, on a un antipsychotique qu'on peut donner 1 fois par 3 mois. Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est point méchant. C'est point méchant. Deuxièmement, le moindrement qui touche à la pinotte, on l'enferme. On l'enferme, n'importe où. Dans une ressource, en prison. Non. Ton coco est incompatible avec un psychostimulant. Ta pinotte, ton amphétamine, ton speed, ton Vivance, puis ton Adderall, puis Ritalin, Bifantin, etc., Concerta, c'est pas pour toi. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très. Et là, on va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique dès maintenant. Avez-vous, vous aussi, un cri du cœur à lancer? Êtes-vous pogné, vous aussi, que ce soit avec un frère, avec un enfant, avec un conjoint, pris avec quelqu'un là, qui est une bombe ambulante? Un genre de Samuel Tremblay. Puis là, qui est délaissé. Regarde, comme là, ils savent plus quoi faire avec eux autres, l'auditrice qui vient de nous écrire. Tu sais, on fait quoi avec ça, Il est là? mal évalué, puis on nous cache l'information. Mais là, dans le cas de l'auditrice, non. Schizophrène. Elle connaît l'information. Et, juste pour continuer, dans ma pratique, il y a 40 ans, j'avais appris ça à McGill. À McGill, on avait découvert, puis on prenait que chez les cas sévèrement atteints, qui ne répondaient pas à des doses usuelles, on augmentait la dose d'antipsychotiques. OK? Ça m'a valu une poursuite depuis 2005. Pendant 14 ans, j'ai eu le syndic Mario Deschênes accroché au derrière. Parce que j'ai découvert que dans les cas sévèrement atteints de schizophrénie, on augmente la médication, entre autres intramusculaire. Pourquoi que je parle d'intramusculaire? Ils prennent pas le maudite palule. Okay. Il y a des endroits au Québec où on n'utilise à peu près aucun antipsychotique injectable.
à une fois par mois. C'est épouvantable. Je nommerai pas les endroits. On est en 2019. Ouais. Alors, on donne un antipsychotique intramusculaire et on complète par une médication orale ou 2 autres antipsychotiques oraux. José, il y a un gros pourcentage de ces patients-là qui deviennent tout calmes. Alors, parlez-nous, appelez-nous, défoulez-vous, là. Avez-vous peur? Hein, c'est un peu ça, là. C'est la Oui, peur qui est je associée à ça. L'auditrice, hey, j'en ai eu. Veux-tu que je te donne un exemple récent qui a fait les manchettes publiques? Le patient atteint de schizophrénie qui a foncé dans la maison avec son auto. Oui. Veux-tu que je te raconte qu'il y a une couple d'années, ça a fait les manchettes dans notre région? Je nommerai pas. C'est un de mes patients, il a pris de la pinotte. Il a pris son auto, puis il a pourchassé les 2 policiers patrouilleurs. Puis ils fonçaient dans leur auto. Les 2 policiers ont eu peur. Ben là, j'espère. OK. Ils on ont va- eu... Parce que, en plus, c'était un homme fort naturel. Ah. Tu me suis? Oui. Je vous suis, mais on doit s'arrêter. Mais on revient de plus belle dans les prochaines minutes. Surtout, on veut vous parler, vous, les auditeurs, sur notre sujet d'aujourd'hui, dans le cadre de maladies mentales. Est-ce qu'il y a des problèmes qu'il y a dans votre entourage, dans votre famille? Merci. Dans- Merci d'avoir dit maladie mentale. La maudite santé mentale, c'est pas notre tribune. On va laisse la ça aux passer. autres, la santé mentale. Pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On veut vous entendre. Je sais que c'est vraiment, vraiment pas facile. Là. Et la preuve que c'est pas facile, c'est que le cas qui nous intéresse ce matin, le jeune de 19 ans qui a des problèmes de maladie mentale, vole une voiture, poursuite, les policiers le poursuivaient, il aurait pu tuer des piétons. Il y a un intervenant qui est arrivé, un Samaritain, moi je vais l'appeler comme ça, qui a décidé de sacrifier sa Mercedes, puis ça a fait en sorte qu'il y a des piétons qui n'ont pas été tués. Et là, quand on demande à la mère c'est quoi qu'il y a exactement, c'est quoi le diagnostic, elle ne le dit pas. Alors qu'elle l'a dévoilé publiquement en cours. On s'en va où avec ça? En tout cas, je me tais. Non, là. mais c'est parce que Je là, vais pas me répéter. ça montre le malaise. Et c'est sûr qu'il y a un malaise. Bon, mais là, on veut vous parler, vous, là. Vivez-vous avec quelqu'un, un enfant, un frère, un conjoint, qui a une maladie mentale qui vous fait peur? Puis que c'est dur d'avoir évaluation, peut-être? Que vous savez jamais quand est-ce qu'il va faire quelque chose? Rentre en psychiatrie, sort de psychiatrie. Comment vous le vivez? Ici, Je vais oui. te donner un exemple. Oui. Attends un petit peu. Oui, oui. Je vais te donner un exemple public. Une dame du centre du Québec. À 6 heures le matin, son fils, dans le début de la trentaine, fin vingtaine, pogne un couteau à boucherie puis il tranche la gorge, d'une oreille à l'autre. C'est sûr qu'elle est morte sur le coup. Bon. Il est encore enfermé. Sais-tu qu'est-ce qui se passait? Il faisait exactement... Il avait fait auparavant exactement ce que le frère de la dame là, qui a appelé, il était violent. Et il avait déjà foncé sur sa sœur avec son auto. Qu'est-ce qui se passait? On lui donnait des pilules pour sa schizophrénie. Après 2 ans, 2 ans et demi, il arrêtait de les prendre. Il était tanné, il arrêtait de les prendre. Peux-tu croire qu'il n'avait jamais été mis aux antipsychotiques injectables? Peux-tu croire que dans un département de psychiatrie, supposément compétent, il n'avait jamais été mis aux antipsychotiques injectables, alors que ça faisait au moins 3 fois qu'il arrêtait ses antipsychotiques par la bouche, rechutait en psychose active et était dangereux pour sa famille. Comment vous expliquez ça? C'est de l'incompétence Incompétence de crasse. psychiatre, là? Incompétence Ou crasse. paresse, ou... Les gros cas, regarde, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a 40 ans, j'ai décidé que je serais, suite au salaire fort respectable qu'on me versait, je me dédierais principalement aux cas les plus lourdement atteints de la psychiatrie. Sur 1200 psychiatres au Québec,
on ne doit pas être beaucoup plus que 300-400 sur 1200 à faire ce que moi je fais. C'est-à-dire m'occuper des cas les plus lourdement atteints de la psychiatrie. Qu'est-ce que font beaucoup de mes confrères psychiatres? Bien, ils refaire aux 300-400, j'imagine, quand ils ont des cas lourds. Oui. Ou ils les envoient dans la rue. Ou ils les envoient dans la rue. C'est pas une joke, là. Ou ils les renvoient dans la rue. Ça, on a quelqu'un qui dit, quand j'avais 17 ans, j'ai dû m'interposer devant quelqu'un qui était schizophrène dans la trentaine, qui était violent avec sa mère. J'étais en colocation au sous-sol et j'entendais beaucoup de cris et de coups en haut. Ouais. Là, il y a plein de questions. Là. C'est quoi la pinotte? Quelqu'un qui demande c'est quoi ça? Speed. Amphétamine. Sur la rue. MDMA. Ce sont toutes des amphétamines, psychostimulants. Et le PCP, qui n'est pas une amphétamine, est particulièrement activateur de la psychose. Je rajoute, Vivance, c'est une amphétamine, les amis. Adderall, c'est une amphétamine, les amis. Ritalin, sous toutes ses formes. Que ce soit méthylphénidate, que ce soit sous forme de Ritalin, de Concerta ou de Bifantin, c'est un psychostimulant très proche des amphétamines. Les familles qui... Moi, c'est ça que je veux savoir, là. Tu sais, l'émission de ce matin est très importante. Là. Je dis ça aux auditeurs qui vivent avec des proches qui sont dans cette problématique-là. Mais, tu sais, tu as ton fils qui vit à la maison, puis tu sais qu'il est comme ça, là. Tu ne dois pas dormir. Hein? Ça doit être très dur physiquement, là. C'est épouvantable. Tu dois dormir de peur. Bon. Un autiste avec des symptômes psychotiques, c'est quelque chose. Un autiste sévèrement atteint. Alors, est-ce que tu savais, un déficient intellectuel qui est très agressif, est-ce que tu savais que beaucoup de mes confrères psychiatres vont refuser de suivre des déficients intellectuels agités, agressifs et violents? Vont prétextant que c'est pas une maladie psychiatrique, la déficience intellectuelle. L'autisme sévère. La plupart de mes confrères vont refuser de suivre des autistes, prétextant que c'est pas une maladie psychiatrique. Ça, c'est... Non, mais ils font quoi, ces psychiatres-là? Ils s'occupent de quoi? Ils s'occupent de faire de l'argent. Facilement gagné. Des petits cas. Des petits cas. Un peu de pilule. Oui. C'est comme un médecin de famille qui a une clinique d'obésité. C'est comme un médecin de famille qui a une clinique d'obésité. Une infirmière qui a une clinique d'obésité. J'aime ça. Un médecin avec puis qui travaille conjointement avec un médecin de famille. Oui. Un médecin de famille qui fait quasi exclusivement des cas d'obésité. Médecin de famille qui fait quasi exclusivement de la réparation de varices, des injections variqueuses. Tu me suis? Alors, en psychiatrie, on a l'équivalent. On va aller à la pause. Savez-vous quoi? Moi, je pensais être découragée d'entendre des auditeurs parler de leur quotidien, puis c'est vous qui me découragez sur les psychiatres. C'est révoltant d'entendre ça. Mais là, on va à la pause. J'aimerais entendre. C'est le temps de lancer votre cri du cœur. Je vais en remettre un peu. Encore? Je vais en remettre un petit peu. Oui. Alors, psychiatre voit quelqu'un, lui donne 3, 4, 5 sortes de pilules. Prochain rendez-vous dans 6 mois. Mais José, j'ai jamais vu ça dans ma pratique. Prochain rendez-vous dans 6 mois. Bourre la personne de pilule, prochain rendez-vous dans 6 mois. Pas de suivi. Prochain rendez-vous dans 6 mois. Et puis ça, c'est relevé, n'est-ce pas? On va aller à la pause. On veut vous entendre. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93.
Aujourd'hui, on parle de maladie mentale. On a décidé que c'était ça dans l'émission. On parle pas de santé mentale parce qu'aujourd'hui, on va parler de gens qui filent pas, qui vont pas bien puis qui font peur à leur entourage. Ouais. Donc, est-ce que c'est votre cas? On va parler avec Éric qui nous appelle du Saguenay. Bonjour, Éric. Bonjour les amis. Éric. Oui, je vous appelle pour parler de mon frère qui a pourri. Je dis pas ça pour le dénigrer en passant. Là. C'est plus pour... Je suis quelqu'un qui essaie de comprendre aussi. Il a pourri ma mère, la vie de ma mère pendant plusieurs années, à lui piquer des crises en rapport avec ses histoires de couple. Tout, il faisait péter des coches. C'était jamais de sa faute. C'était toujours la faute de ses conjointes, puis tout ça. Puis là, crise par-dessus crise, c'était incessant. Ça, je vous parle de ça, c'était au début des années 90. Et puis, quand ma mère est décédée, il y a à peu près une dizaine d'années, là, c'est mon téléphone qui s'est mis à sonner. Dans ce temps-là, il a été diagnostiqué trouble de personnalité limite. Et puis, pour faire une grosse histoire courte, que j'y parle ou que j'y parle pas, ça faisait jamais son affaire. C'était rendu... on savait jamais quand est-ce que le téléphone allait sonner. Là. La police était rendue là-dedans. Il était suivi, il y avait une médication, il la prenait pas. Après ça, là, il a fait des thérapies, ça s'est calmé un peu. À un moment donné, il est réarrivé quelque chose avec son ex-conjointe qui l'empêchait de voir un de ses enfants, etc., etc. Là, il a repété une coche. Là, c'était rendu... Il voyait tout le monde comme étant mort. Ma famille, pour moi, vous êtes morts. C'est très difficile à lire. C'est très difficile de comprendre. Oui. Éric, est-ce que votre frère avait un problème de maladie psychiatrique ou s'il t'inquiète trop fort puis se droguait à tour de bras? L'alcool, je croirais pas. Je crois qu'il consommait de façon, je dirais pas normale, mais tout de même, il y avait une consommation que je dirais à peu près comme tout le monde a. Une légère consommation de cannabis. Un exemple, comme lui me dit souvent, c'est le soir pour se calmer avant de se coucher. Ou, oui, à tous les soirs, et puis est-ce qu'il prenait du hashish ou de la feuille? Non, c'était du pot. Puis comme oui, il dit, mais c'est sous pas quelle tous les forme? soirs. Sous quelle forme? La cocotte, de la feuille ou du hash? Ou de l'huile? Je ne sais pas. C'est important de le savoir. Oui. Oui, une petite crotte de hashish. Mais c'est quoi pour le bénéfice des auditeurs, Éric? Je demanderais juste un instant. Ça change quoi que ce soit en feuille? La feuille, beaucoup moins de THC. OK. La cocotte, ça commence à être beaucoup plus sérieux, 12 de 12 à 14 le hashish, écoute, la crotte de résine, ça commence... OK, ça peut interférer davantage. Oui. Puis l'huile de THC, on commence à gommer solide, là. Okay. Bon, la pinotte puis le PCP à Chicoutimi, Éric? Ah non, je pense pas, là. Non, c'est au niveau du cannabis, puis je crois que c'est de la feuille égrenée, là. Mais n'empêche que c'est ça, là. À un moment donné, il nous a avoué avoir cessé la médication. Mais pour revenir à sa grosse coche qui a pété, qui nous voyait toutes morts, puis tout ça, il m'envoyait des textos, c'est même allé jusqu'aux menaces. Si j'étais toi, quand je vais me coucher le soir, je ferai attention. Puis tu sais, il vit quand même à quelques heures de chez moi, là. Il vit dans le bout de Mirabel. Vous avez pris Montréal, quelles mesures pour vous protéger de lui? Je répondais pas jusqu'à ce qu'il y ait la menace en question. Je l'ai appelé direct. Là, c'est moi qui ai pété une coche. Puis là, j'ai fait comprendre que c'était la dernière fois que j'endurais ça, qu'après ça, il serait renié. J'ai été plusieurs mois sans y parler. Ensuite, ça a recommencé tranquillement. Mais depuis ce temps-là, ça va bien. Mais moi, il m'a dit qu'il prenait plus de médication. Je me fie à ce qu'il dit. Il avait fait des thérapies pour comprendre et pour gérer ses colères, gérer ses crises. Est-ce qu'il est Depuis possible... ce temps-là, c'est tranquille. Oui, est-ce qu'il est possible que, suite aux thérapies, il a diminué l'usage de cannabis? En tout cas, d'après ce que moi je vois, c'est pas un usage très... En tout cas, on ne sait pas s'il y a un problème de maladie psychiatrique ou pas, mais je peux vous dire en passant que le cannabis, c'est pas fait pour tous les cerveaux. Non, ça je le sais parce que moi... Alors, on va l'appeler... Ça me faisait pas.
on va l'appeler Monsieur Boulet. Hein? Ouais. Il y a des êtres humains qui sont de petits boulets métalliques, très lourds à porter, n'est-ce pas? Oui. Puis qui s'accrochent aux chevilles de l'entourage. On ne sait Oui. pas trop pourquoi il était si boulet que ça. On verra. Mais ça s'est calmé beaucoup dans Oui. les 5 dernières années, sauf que Bon. on se dit, bon, ben, ça va aller à quand la prochaine crise? Parce que oui, il nous dit qu'il gère de manière beaucoup plus contrôlée ces crises. Mais. Est-ce tu qu'il sais, arrive, je veux dire, à un moment arrive donné, à travailler? Est-ce qu'il travaille? Oui, mais c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Dans C'est quelle le sphère? déneigement. Dans le Dans déneigement? le déneigement. OK. OK. Merci beaucoup, Éric. On lâche pas. Merci. Bye, Eric. C'est bon? Oui, ça ne veut pas dire parce que quelqu'un est tannant puis pesant, lourd, qu'il est nécessairement affligé de maladies psychiatriques. Alors, il y a des individus mal nés au niveau de leur personnalité, qui sont des boulets une partie de leur vie. Ah, ça arrive. On appelle ça un trouble de personnalité. On s'en va à Gatineau maintenant. On va parler avec Caroline. Bonjour. Bonjour. Caroline. Oui. Moi, vous j'ai une jeune fille qui a 19 ans en ce moment. Oui. Depuis l'âge de 15 ans qu'elle attendait des voix, mais elle ne l'a pas dit. Oui. OK? On l'a su seulement qu'en mars 2018, Oui. avant ses 18 ans, lors des premières crises de psychose Oui. que moi, j'ai vécu avec elle. Là, parce qu'elle Oui. l'a vécu dans les centres, mais ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. On allait à l'hôpital, on allait en pédiatrie. On allait à la pédiatrie. Elle rencontrait des pédopsychiatres. Puis il y en a un là-dedans qui riait d'elle. À un moment donné, ma fille, elle parlait avec ses voix. Là, je lui ai dit, regarde, c'est ça que je veux dire. Il dit, écoute, je n'aimerais pas le nom de ma fille. Il dit, t'es-tu rendu une médium? Il dit, parle aux esprits, Esther. Il dit, tu sais, il dit, les fantômes, ça n'existe pas. Il n'a jamais voulu prendre ma fille en charge. Il a soigné ou quoi que ce soit. Est-ce que vous parlez vraiment d'un pédopsychiatre? Vous êtes sûr de votre affaire? Oui, je pourrais même vous donner son nom. mais hors ligne. Non, faites surtout pas ça en nom. Non, c'est ça, je dis hors ligne, mais c'est vraiment... Non, il n'y aura pas d'hors ligne. OK, mais il y a pédopsychiatre qui riait d'elle. Complètement. Il a Non, mais jamais ça voulu se la peut prendre en quasiment charge. pas. Je comprends votre question, Doc Oui, ça se Mayou. peut. Ça se peut, José. C'est que moi, tu vois, elle a été prise en charge à l'âge de 18 ans aux adultes. Mais il a fallu que je m'ostine avec son psychiatre pour qu'elle ait l'injection. Parce qu'on a essayé plusieurs sortes de médications sans avoir de résultats vraiment concrets, là. Là, le psychiatre en question de ma fille, il n'aime pas trop ça que je fouine dans les médications, mettons, là. Tu sais, que je dise, ben, on devrait essayer ci, d'essayer ça, ou quoi que ce soit. Là, ils veulent m'emmener en cours pour me retirer ma fille, pour m'écarter. Elle a 19 ans, Caroline. Aïe. Oui. Quelle poisse. Bon, alors, donnez-nous le nom du médicament. Donnez-nous le nom du médicament que le psychiatre a prescrit à votre fille en injection. Invega, Invega Sustena. c'est ça. À quelle dose? 150 mg À quelle fréquence? aux 3 semaines. OK. Mais elle n'a pas juste ça. Elle Oui, a aussi continuez. Elle a du clozaril. Oui, la clozapine, oui. Oui. Elle a aussi... Combien de milligrammes de clozaril? Oh mon Dieu, c'est 25 mg chaque. Il y en a 3 le matin, 2 le midi, Oui. 3 à 4h30, 3 le soir. Oui. Oui, continuez. Autre OK. antipsychotique, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a du PRN. Non, on oublie ça, le PRN, là. OK. Ça, Qu'est-ce qu'elle a? c'est ça. Médication régulière, quoi. Qu'est-ce qu'elle a? D'autres? Elle a aussi du... mon Dieu. Après, c'est la médication pour le TPL. Non. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre? Invega, clozaril, Oui, c'est ça. Pour la schizophrénie, c'est ça. Caroline? Elle a du Divalproex. Oui, l'épival. L'épival, c'est ça. C'est un anti-épileptique, Ça, j'ai oui. pas sa liste avec moi, là. Je Ah, parle à OK, la vous maison. êtes Non, bonne. mais vous êtes quand même très bonne, je vous dirais. Vous êtes bonne. OK. Alors, Fait qu'elle a beaucoup de médications qu'elle prend. non, c'est pas les beaucoup, voix regardez. sont- Oui. Ah, OK, d'après moi, oui, parce que je vois ça, là, comme dans ces 10 piles, là, j'ai dû montrer un Non, décollage. Caroline,
Là, les Oui. voix, les hallucinations auditives, ça dit quoi avec ça, là? Sont encore fortes. Encore forte? Oui, Ça veut dire que le traitement est inefficace. c'est ça. Ça veut dire qu'elle ne prend pas assez d'antipsychotiques. Ouais. Pourriez-vous Mais ça, dire au il médecin est de là, s'enlever les doigts dans le nez puis de faire en sorte que la clozapine, là, sa maudite clozapine, il pourrait peut-être l'augmenter? Non? Oui, et on lui dit. Ma fille lui dit aussi. Puis ce qui arrive, c'est que. Il y a le feu ma fille derrière. a fait du multisélectif. Écoutez, à part Maillot au Québec, là, il n'y a pas grand Ouais. psychiatre qui aime se faire dire par la famille, docteur, vous pourriez pas augmenter les médicaments un peu? Est encore Non, symptomatique? mais c'est parce que c'est qui voit les ajustements? C'est la famille. Ben oui. C'est ça, mais après ça, on se fait dire en tant que mère qu'on est trop là, qu'on n'aide pas nos enfants. Ben, ma jeune adulte qui a une déficience intellectuelle aussi, puis du métis sélectif. Non. Attendez un peu. Fait que là, ils Attendez un disent peu. que Caroline, je pense trop pour elle. Caroline, Oui. attendez un peu. Oui. À quel endroit vit votre fille? À la maison, avec moi. Bon, alors là, la Tout à fait. prochaine fois, vous allez dire au psychiatre, écoute bien, mon ami. Ça donne que ma fille, elle vit chez moi. Pourrais-tu Oui. me témoigner un minimum de respect, le professionnel, s'il vous plaît? Oui. On se comprend bien? Oui. Bonne chance, Merci. Caroline. Merci. Je suis tanné des psychiatres, des confrères psychiatres qui méprisent les personnes qui accueillent les patients psychiatriques lourdement affectés. J'en ai ma calotte. Avant d'aller à la pause, je veux vous lire un texto. Je travaille comme éducatrice spécialisée dans les résistances à assistance continue du CIUS. Les résidents sont quasi exclusivement des personnes atteintes sévèrement de déficience intellectuelle, d'autisme et de maladies mentales. 2 choses m'énervent énormément. Tout d'abord, le peu de réadaptation, de suivi, d'intervention efficace auprès d'eux. Je vois rarement, pour ne pas dire jamais, des psychoéducateurs ou psychiatres venir observer ce qui se passe réellement dans les résidences. Bon. Mayou, qu'est-ce qu'il fait depuis 40 ans? Mayou, il est fait venir à son bureau. À la queue leu à tour de rôle, aux 3 mois, aux 6 mois, une fois par année, aux 2 mois. Puis il prend soin des différentes problématiques. Entre autres, José, j'en ai mis plusieurs au Lupron Dépôt. Parce que ils étaient trop actifs sexuellement. Ça fait partie de mon travail de psychiatre. Alors, il y a la condition, la maladie psychiatrique, ou le retard mental avec agitation et agressivité. La médication psychiatrique aide beaucoup de ces cas-là. Deuxièmement, souvent, ils ont des problématiques, ils sont hors contrôle sexuellement. Alors, Lupron Dépôt, puis à bonne dose, dans certains cas, pour les castrer chimiquement. Alors, la psychiatrie a quelque chose à offrir, José, en autant qu'on s'enlève les doigts dans le nez. Et Caroline, qui se fait mépriser par le psychiatre de sa fille alors qu'elle héberge sa fille, ça mériterait. J'allais être vulgaire, mais je vais me retenir. Oh, c'est apprécié. Ça mériterait le commentaire que j'ai suggéré à Caroline. Oui, c'est bien dit. On va à la pause avant que vous l'engratiez. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Sérieusement, là, c'est pas facile pour les familles de vivre avec des enfants qui ont des problèmes psychiatriques, là, de maladies mentales. Je vais lire un message. Mon fils, à 17 ans, il a décompensé sérieusement au point de me lancer un banc de comptoir, une grosse radio. Il m'a averti que le bloc de couteau servirait aussi. Par Messenger, j'ai réussi à contacter son père pour qu'il fasse le 911, car mon garçon ne voulait pas que je touche au téléphone. Sur le coup, le père ne voulait pas. Il trouvait ça trop dur de faire embarquer son fils. Quand les ambulanciers et les policiers sont arrivés, il a complètement cassé. À l'hôpital, l'infirmière en psychiatrie ne voulait pas lui faire voir le psychiatre, car ce jour-là, 14 enfants avaient été apportés à l'urgence psychiatrique. À force d'insister,
il a vu le médecin de l'urgence qui, lui a fait voir le psychiatre. Faut dire qu'un garçon de 5 et 10, 230 livres, c'est dur à contrôler. Il refusait de prendre ses médicaments. Au bout de 2 mois de menaces, c'était le jour de Noël et là, il a commencé son manège encore. À ce moment-là, je lui ai fait face et j'ai frappé très fort d'un coup de poing sur la table en disant « Là, c'est fini tes niaiseries, tu prends tes médicaments ou tu sors. » Sincèrement, j'étais prête à me battre avec. Mon conjoint ne voulait jamais le contredire de peur qu'il se suicide. À partir de ce moment, il a accepté le suivi et la médication, mais à ce jour, mon conjoint m'en veut encore de lui avoir fait appeler la police. Mais moi, si ça se représentait, je referais la même chose. Bon. J'aimerais souligner la contribution énorme au Québec des mères qui s'occupent de leurs enfants adultes lourdement atteints de maladies psychiatriques. J'aimerais aussi, du même souffle, souligner la contribution inestimable de beaucoup de ressources d'accueil dans la communauté au Québec. Il y en a beaucoup qui font un travail et qui ne sont pas connus, qui passent totalement inaperçus. Si je te disais, José, que certaines de ces ressources d'accueil-là, sais-tu qu'est-ce qu'ils prennent comme rémunération? Non. Le 3/4 du chèque d'aide sociale. Ils sauvent des millions à l'État québécois. Il y a des ressources d'accueil au Québec qui fonctionnent en prenant la majeure partie du chèque d'aide sociale puis en laissant aux clients un 100 à 200 $ par mois pour les petites dépenses. Chapeau. Oui. Alors, contribution des mères principalement et contribution de responsables de familles d'accueil. Je parlais à Nancy, là, mais juste avant... Pour le cas qui nous intéresse, oui. Le fils de 17 ans, oui. Madame, un mot magique dorénavant. ALA. Antipsychotique, longue action. Ça se donne nécessairement dans les muscles 1 fois par 2 semaines, 1 fois par 3 semaines, 1 fois par 4 semaines et avec le même produit que l'Invega Sustena, Invega Trenza, 1 piqûre par 3 mois. Ça évite des batailles, hein? Bien, écoutez, c'est là rapidement, là, OK? En avril 2019, mon frère a été hospitalisé en psychiatrie, libéré après 5 semaines, diagnostic trouble de la personnalité. En fin de semaine, mon frère s'est scié la main au complet ainsi que testicules. Il se dit prophète. Et il sait quoi? Il se dit prophète. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait avec sa main et ses testicules? Il s'est scié. Oh, il a scié? Oui. Ça se peut-tu, ça? Ça va-tu jusque-là, le délire? Ben oui, j'ai déjà eu des patients qui sont... J'ai eu un patient qui s'est arraché un œil. J'ai eu un patient qui s'est castré sur le bol de toilette, les 2 testicules. Oui, j'ai tout vu ça. Puis des amputations. Ça fait qu'on félicite le diagnostic de l'avoir sorti, puis de... Ben, trouble de personnalité après 5 semaines, là. D'abord, José, on n'hospitalise jamais 5 semaines en psychiatrie pour un trouble de personnalité. Oublie ça. Mais non. La moyenne d'hospitalisation pour un individu qui présente une psychose est d'environ 21 jours. Ben, c'était comme ça quand j'hospitalisais. 21, 3 semaines. 5 semaines, c'était pour des cas lourdement atteints de schizophrénie ou d'autisme sévère incontrôlable. On poursuit, on s'en va à Saint-Agapi parler avec Nancy. Bonjour Nancy, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Oui, Nancy. Je vous appelle pour commencer mon histoire. J'ai envie de vous dire que j'ai envie d'être candide parce que j'ai un cri du cœur dans le sens que moi j'ai un fils mal né. Mais je pense que le fait qu'il soit mal né, je pense que avant sa naissance, j'ai dû exagérer un peu j'étais contente. Premièrement, j'avais 18 ans. Donc, j'étais contente d'être enceinte. J'étais comme heureuse de ça. Donc, j'étais allée festoyer dans les bars comme si rien n'était, là. Puis, mais j'avais jamais su que avant le premier trimestre, les 2 premiers trimestres, on dit le 3e, on peut quand même prendre un verre, mais
de préférence, non, mais en tout cas, bref, c'est ça. Fait que là, mon fils est né. Il est né mal né parce que il y a eu beaucoup de troubles d'opposition. Là, il était tout le temps un peu Non, mais partout. attendez un peu, Mais y a-tu de Nancy. l'alcoolisme fétal? C'est ça, Nancy? Oui, c'est ça, je veux dire. Bon, ben, pourquoi vous le dites pas? Parce que j'allais vous demander, fils mal né, ça veut rien dire. OK. Ben, est-ce que parce que dans ce sens que Mané, il était partout, là. Il était partout où ce qu'il fallait pas, là. J'avais beau vouloir jouer avec, il était jamais intéressé, il se faisait mal, il tirait, en tout cas, bref. Mais ça a continué, ça a persévéré dans son enfance. J'ai eu des problèmes de couple, j'ai dû suivre à un moment donné, demander de l'aide au CLSC, là. Ça a fini avec le centre jeunesse. J'ai dû placer mon fils en famille d'accueil. Il a été diagnostiqué quand il a été en famille d'accueil avec la famille d'accueil. Il a vu sûrement un psychiatre, des choses comme ça. Bref, trouble de déficit d'attention, Gilles de la Tourette. Là, récemment, trouble de personnalité limite, TDAH. En tout cas, vraiment... C'est lourd, là. Puis ce que Oui. Mais... Fait que ça, mais... Oui, mais Nancy, regardez, on va prendre les choses parce que votre fils, je ne l'ai pas vu, puis vous n'êtes pas trop au courant, il a été placé, alors on va laisser ce volet-là. Ouais, vous êtes allé boire... Non, non. C'est un boulet aujourd'hui. Non, Nancy. Oui. Nancy. Oui, je vous écoute. Vous aviez 18 ans, vous êtes allé boire dans les bars pendant 6 mois, enceinte. Est-ce que j'ai bien compris? Pas 6 mois, mais 4 mois environ, là, pas moi, 4 mois. Qu'est-ce que vous buviez et en quelle quantité? De la bière, là, quantité, je peux pas te dire combien, là, mais je faisais seulement au bar, là, avec la musique et tout, avec des groupes d'amis. Non, laissez faire les groupes d'amis et la musique. Je peux pas vous dire, là, je suis rendu à 42 ans, là, fait que ça, c'est quand j'avais 18 ans. Oui, mais non, attendez un peu, parce qu'il y en a qui écoutent, là. Il y en a qui écoutent puis ont 18 ans, là. Oui, mais avec pas beaucoup plus de jugement que vous. Alors, le plus que vous avez pris dans une soirée de bière, c'était combien de bouteilles? 7, là, 8. 8 bouteilles? Au max. 8 bouteilles. Avec une coupe de shooter? Ouais, tequila, peut-être. Oui, avec une coupe de tequila. Bye, Nancy. Bon jugement. Bye. On est enceinte de 4 mois, 8 bouteilles, puis 3, 4, 5 tequila avec ça. Oh, c'est beau! C'est beau, de toute beauté. Si vous avez 18 ans, sachez que si vous êtes enceinte, vous laissez l'alcool tranquille. Parce que le fœtus, là, il va être sa brosse, lui-ci, là. L'alcool traverse la barrière placentaire. À ma connaissance, là, Maudit. ça fait longtemps qu'on Bon, sait je ça. t'écoute. Non, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on sait ça, qu'on prend pas d'alcool enceinte. Là. Maudit. Hey, on fait quoi? On va faire un pays avec ça? On va à la pause, on veut vous entendre. Est-ce que vous êtes pris avec un enfant qui a des problèmes psychiatriques? Avez-vous peur? Est-ce que vous avez demandé de l'aide? En vain, on veut entendre votre histoire. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On va aller au Bas-Saint-Laurent. Attends un petit peu. Tu viens de soulever un point qui est important, qui mérite d'être dit. Bon. Oui. Tu viens de me dire, je comprends pas. Je vais l'expliquer. C'est parce que déjà en partant, tu sais, d'apprendre tantôt qu'il y avait des maisons qu'on peut donner par injection, des médicaments qu'on peut donner par injection, que ce soit aux 2 semaines, aux 3 semaines, aux 3 mois. Bon, et même au mois. Mais moi, je ne comprends pas que ça ne se fasse pas automatiquement. Déjà, quelqu'un qui n'a pas de problème de maladie mentale, il oublie de prendre ses pilules pour le diabète, l'hypertension ou quoi que ce soit. Fait qu'imaginez quelqu'un, en plus, qui a un problème de santé mentale, de maladie mentale, comment vous voulez qu'il y pense? Bon. Puis j'entendais la madame là, faire la liste de pilules, là, tant le midi, tant le... Hey, sérieux? Je comprends pas pourquoi que ça ne se fasse pas automatiquement, les injections. Bon. Parce qu'il y a des patients. Alors, premier épisode psychotique, je n'insiste pas sur les ALA, c'est-à-dire antipsychotiques longue action intramusculaire. OK? Premier épisode. Au deuxième, je dis, dépendamment de ce qui est arrivé, s'il y a eu abandon du traitement ou mauvaise prise de médicaments, à ce moment-là, je vais insister pour les ALA. Bon.
Ceci étant dit, il y a des patients qui sont morts de peur. Des injections, ça existe, hommes et femmes. Peur des piqûres. Là. Peur des piqûres. Et ne viendront pas recevoir leurs piqûres parce que ce sont des patients en liberté. Ce sont des patients qui peuvent déambuler. On n'est pas en milieu hospitalier, là. On est en externe, en clinique externe. Alors, il y a une délicatesse. L'infirmière psychiatrique et moi sommes très vigilants là-dessus. Données statistiques. Chers auditeurs, attachez vos trucs avec la broche. Il a été démontré que 85 % des patients psychiatriques ne prennent pas leurs médicaments tels que prescrits. Bon. José, ça vient pas de moi, Il y a là. un problème. OK? Statistiques accumulées. 85 % des patients ne prennent pas leur médication psychiatrique telle que prescrite. Une dose de sauté dans la semaine, 2 doses, 3 doses, 6 doses, 7 doses. Un jour sur, une fois de temps en temps, au besoin. Tout ça existe. Alors, lorsque la personne souffre de psychose, le traitement de loin le plus efficace, c'est l'antipsychotique longue action intramusculaire. Moi, ça savait quoi? Pour 2 raisons. Oui, allez-y. 1, on est sûr que le patient l'a pris. 2, c'est que après 40 ans d'utilisation des antipsychotiques intramusculaires, je me suis aperçu qu'il y a des patients qui vont bénéficier davantage de la route intramusculaire plutôt que de la route par la bouche, tube digestif, absorption dans l'intestin, passage par le foie, libération dans le sang, et là, effet au cerveau. Alors, retenez bien ça. Là, intramusculaire. Ça va dans le muscle, ça prend le sang, ça s'en va direct au cerveau. Moi, Doc, est-ce que vous me suivez jusque-là? Je suis tellement bien là, que moi, si j'étais la mère là, d'un enfant qui reste chez nous, là, vous n'aimez pas ça, les ultimatums? On a déjà fait des émissions là-dessus. Là? Ben moi, j'en ferai un. Tu restes chez nous, c'est par injection. Non, mais c'est la sécurité de la famille qui est en jeu. José, écoute, je reçois bien minimalement un membre de la famille qui garde mes patients. Je reçois bien tous les responsables de ressources d'accueil, familles d'accueil, foyers de groupe, etc. Minimal. Dans le traitement efficace ou le plus efficace possible des maladies psychiatriques sévères. On va en tracer une. C'est la première fois que je vais. On va en tracer une ligne de conduite. Ouais. Puis ceux qui sont pas contents, les psychiatres qui écoutez, là, parce qu'il y en a qui se déplacent, hein? Il y en a qui se déplacent ce matin, là. Gênez-vous pas pour rappeler. Venez me traiter de nom, traiter n'importe quoi. J'ai pas de problème avec ça. Mélissa, bonjour. Allô? Mélissa. Oui, moi j'appelle dans le fond parce que j'ai l'appel de l'autre madame tantôt qui m'a fait un peu gricher. Moi je suis mère de 4 enfants, j'en ai 2 naturels, puis un adopté, une en famille d'accueil. Puis c'est des syndromes, une entre autres syndrome alcoolo-fétal. L'autre enfant, lui, la mère a consommé enceinte aussi, un père schizophrène. Non, attendez un peu. Mélissa, là, je suis tanné d'entendre consommer. Elle s'est droguée et à quoi? Ben je le sais pas parce que j'ai pas les antécédents, c'est pour ça je sais pas ce qu'elle a pris, mais je sais qu'elle a consommé de la drogue, mais quoi, aucune espèce d'idée. Elle se droguait enceinte? Elle se droguait enceinte? Ben oui, c'est de vos affaires. Je regrette, c'est de vos affaires parce que vous avez à composer avec quelqu'un dont le cerveau est atteint par la dose. Ben oui, tellement. Ben oui, bon. C'est clair. Allez-y, continuez. Oui, je comprends, mais je veux dire, tu sais, c'est confidentiel en même temps. Oh, bon, non. Ce que je me suis fait dire par le DPJ, c'est ça. Fait que ce que je sais, c'est ça. Fait que j'en sais pas vraiment plus. Fait que, tu sais, mais quand je vois les dommages que ça fait aux enfants, je trouve ça dommage, puis c'est pathétique, puis ça prend des suivis. Puis là, je vous entends dire que Concerta, gna. Bon, ben là, je fais comme, hey, moi, mon petit bonhomme, il est sur le Concerta. Il prend le Intuniv parce que là, il a été diagnostiqué avec un TAC,
trouble d'acquisition de la coordination. C'est une dyspraxie. Puis, il y a aussi un TDA, un déficit d'attention, mais pas d'hyperactivité. Fait que, tu sais, ça prend du jus autour de tout ça. Puis l'autre petite bonne femme, ben elle, tu vois qu'il y a des gros retards au niveau intellectuel, là, tu sais, elle n'est pas rendue au même niveau que tout le monde. Puis, tu sais, les mathématiques, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de raisonner. Tu sais, il y a toutes sortes de lacunes. Fait que, tu sais, je trouve ça difficile parce que là, ils disent, ben là, ça prend une médication, ça prend ça. Mais là, je me dis, mon Dieu, pauvre petit bonhomme, y a-tu la bonne chose? Parce que moi, pendant 6 mois de temps, quand ils l'ont mis sur le Concerta, il s'est mis à avoir des affaires dans sa chambre, à crier, à hurler, à avoir peur. Il entendait des choses. J'ai passé des nuits pendant 6 mois de temps à ne pas dormir. Puis là, la pédiatre, ben c'est normal. Ben moi, ce petit bonhomme-là, il se couchait à 6h30, 7h le soir, ça allait au lendemain matin. Mélissa? Il n'y a jamais eu de trouble de sommeil. Là, oui. Attendez un peu. Alors, on donne un psychostimulant à un enfant. Oui. Et l'enfant se met à halluciner. Oui. La brillante pédiatre de dire, c'est normal que votre petit pit hallucine. Ben oui. Est-ce qu'il est Moi, possible... j'ai demandé à avoir un pédopsie parce que j'ai dit, c'est peut-être pas la bonne médication Mélissa, pour mon enfant. Oui. Mélissa, on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il est possible qu'il y a des pédiatres qui en fument du bon? Sûrement. Bye, Mélissa. Merci de l'avoir dit. Lâchez pas. Merci. Lâchez pas. Je suis content. Non, pas moi. Moi, je suis hyper frustrée, je vous le dis. Toi, là, t'es démuni, t'as ton enfant, tu veux l'aider, tu rencontres un spécialiste. Puis là, elle l'a dit, c'est ça qu'elle est en train de dire. Son enfant, il se couche à 6h30, ça allait au lendemain. Là, il donne ce médicament-là, il hallucine, puis c'est normal. Ça marche pas, là. Sais-tu pourquoi que je ris? Ça arrive-tu des fois qu'il y a des médecins ou des spécialistes qui sont congédiés parce qu'ils sont pas bons? Non. C'est l'histoire... Écoute, ça existe. Ça existe. Bon. Je te confirme que ça existe, comme Mélissa a dit. Je l'ai eu dans ma pratique. C'est d'un ridicule gênant. C'est gênant. Ben, je vous comprends. Fait que là, quand ça est arrivé, j'ai dit à la personne responsable de l'enfant, tu vas arrêter ça au plus sacrant, tu vas aller dire au pédiatre de plus jamais refaire ça. Sinon, je vais appeler, moi, le médecin. Ça m'est arrivé. Puis il dit, hey, pas normal qu'un enfant hallucine. Pauvre petit gars. Et les psychostimulants peuvent activer des psychoses latentes. Alors, je l'ai dit en entrée. Tous les psychostimulants, qu'ils soient légaux ou vendus sous peanut, amphétamine, speed, ecstasy, Vivance. Ritalin retard, Vivance et Adderall. Ça peut plonger en psychose et faire halluciner ou faire paranoïer. Ouf. On va à la pause, ça va être notre dernière partie d'émission. Continuez de nous décourager. Ça allume des lumières, sérieusement. Oui, on va s'éduquer Comme collectivement. vous avez dit tantôt, je trouvais spécial de dire, puis c'est dans votre domaine, vous disiez, c'est pas vrai qu'il manque d'argent en santé mentale. Il y en a trop. Mais là, c'est pas ça, donne-t-on les bons diagnostics et le bon suivi. C'est ça le problème. Il y a trop d'argent dans notre réseau, puis il y a trop d'intervenantes. Je suis sérieux. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Très bonne question d'un auditeur Doc Mayou. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas les médicaments par injection à tout le monde, là, tous ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Au lieu qu'ils prennent leur pilule tous les jours, injection 3 mois, me semble que ça te fait un 3 mois de répit. Là. Et l'auditeur voulait savoir, est-ce que le traitement par injection coûte cher? Est-ce qu'il est remboursé par la RAMQ? C'est peut-être pour ça que certains choisissent les pilules? Bon, non. La vaste majorité des patients psychiatriques sont sur l'aide sociale. Il y en a qui travaillent, mais c'est une minorité. OK. Alors, qui dit aide sociale dit traitement gratos mur à mur. Pilule et injection. L'injection, ça coûte... Et il y en a qui ont des assurances collectives s'ils font partie d'un groupe de travail. Et non, il y en a qui sont sur l'assurance collective, l'assurance publique, et il y a un déductible de 80 $ par mois. Il y en a d'autres qui ont des assurances groupes au travail.
qui peuvent rembourser, généralement, c'est autour de 80 du traitement. Clair jusque-là? Oui. J'ai sauvé une fortune à l'État québécois pendant mes 40 ans de psychiatrie. Sais-tu pourquoi? Le traitement coûte à l'État, les injectables, maintenant. Avant, ça coûtait 40$. Là, c'est rendu 200 à 300$ pour l'injection par mois. Par mois, OK. Pour la plupart des piqûres, parce qu'il y en a plusieurs sortes. À peu près 1000 pièces par mois, là. Oh, non, moins que ça. 300, OK, 400. c'est par mois. OK. Oui, par mois. OK, mais je parlais d'une injection mensuelle. OK. Oui, 3 semaines, 4 semaines, 300-400$ par OK. mois. Pour la plupart. Alors que, si on ne donne pas la piqûre, le syndrome de la porte tournante, les patients retournent à l'hôpital, arrêtent leurs médicaments, retournent à l'hôpital. Sais-tu combien ça coûte à l'hôpital, le per diem, par jour? Devine, dis un chiffre. Aucune idée. 700$. Ça coûte 700$ par jour pour garder un patient, 700 et plus par jour pour garder un patient à l'hôpital. Tantôt, le patient qui était là 5 semaines, 35 jours. Ouais. Tu sais, des hospitalisations de 100, 200, 300 000 $ parce que le patient n'a pas pris sa médication, fréquent au Québec. N'oubliez pas que c'est la schizophrénie qui est la maladie qui occupe le plus de lits au Canada. C'est la maladie qui coûte la plus cher. Et il y a des départements de psychiatrie qui se permettent de ne pas utiliser un traitement qui est efficace et qui sauve une fortune qui s'appelle les antipsychotiques longue action intramusculaire. Oui? On a le temps pour un dernier appel. On va aller au Lac-Saint-Jean. On va parler avec Sébastien. Bonjour, Sébastien. Hey, bonjour, ça va bien? Sébastien, vous appelez de quel endroit? Moi, de Saint-Méthode, au Lac-Saint-Jean. Vous n'êtes pas sérieux? Ben oui, comment vont les 7 maisons de Saint-Méthode ces temps-ci? Ah, les 7 maisons ici, là, il neige un peu, là. OK, oui. Je trouvais intéressant parce que moi, j'aime bien gros, là, tout ce que vous dites, sérieux, puis il n'y en a pas gros qui parlent de même. Puis je serais curieux de savoir, est-ce que vous pensez, vous aussi, que, tu sais, là, le problème, à un moment donné, c'est que le monde, il se fie là-dessus, là, genre, là, des pilules, on va aller voir le médecin, on va avoir des pilules, puis ça en fait des troubles, ça, là, chez le monde. Il peut y avoir des conséquences aux médicaments. Par exemple, lorsque quelqu'un est sujet à la génétique pour faire la schizophrénie ou débute une schizophrénie et que le médecin de famille donne un antidépresseur, il peut provoquer l'épisode psychotique. Ça, c'est à part... c'est ça. Je ne l'ai pas dit depuis... Oui. Tu sais, des fois, là, ça peut se ramasser, là, genre bien plus jeune qu'on le pense, là. Tu sais, ça commence, les hôpitaux, ils prescrivent des affaires parce que les parents pensaient que... Puis là, ils se fiaient, il y avait un trouble de comportement, on va y prescrire ça. Puis là, dans le fond, ça crée une dépendance à notre jeunesse. Ça peut. Effectivement, c'est pour ça que de plus en plus, l'Ativan, le Rivotril, qui sont de la même famille pour nos ancêtres que le Valium et le Librium, même famille, provoquaient tellement d'accoutumance que, maintenant, là, le Collège des médecins dit en haut de 60 ans, essayez de ne pas donner de l'Ativan parce que c'est de l'alcool en comprimé. Mais tu sais, moi, ce que je trouve... Oui, allez-y. Le pire, c'est... Ce qui est le pire, c'est que bien souvent, au pire, les jeunes, comme vous disiez tantôt, ils vont pas les consommer, même si eux autres, ils pensent qu'ils suivent le traitement. Eux autres, ils les vendent à le chummer, au pire, puis ça devient comme de la drogue. Sébastien, parlez-vous par expérience? Avez-vous déjà vendu de la pilule? Ben non, moi, j'ai pas vendu de la pilule. Écoute, moi, j'en ai pris. Qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous avez pris? C'était du Zyprexa. J'ai eu du Zyprexa. C'est une petite expérience, mais c'était parce que j'étais sous l'influence de drogue. J'étais en psychose. On donnait ça. Mais après ça, ça me donnait rien que dalle. Ça donne juste le goût d'en prendre encore. Non. Et effectivement, le Zyprexa, c'est un antipsychotique. C'est un très bon antipsychotique qui est largement prescrit dans les cas de psychose toxique, c'est-à-dire de psychose déclenchée par la dope. Mais ça, vous preniez ça pour avoir du fun? Ben non, moi, non, j'en prenais pas pour avoir du fun. J'en prenais plus pour avoir du fun. C'est juste que j'en prenais plus qu'il fallait pareil. Sauf que, en bout de ligne, moi, dans le fond, c'est pas ça qui est le pire. Mais tu sais, c'est comme les affaires là, pour les troubles de... Non. Sébastien, quelle dope avez-vous pris? Ah, mais c'est pas pour parler de moi. Moi, c'est Sébastien, vous êtes Saint-Méthode, là, va falloir se mettre sur la map.
OK? ouais, on se Vous fait pas mal. appelez, on vous accueille, mais vous nous parlez de vous. Alors, quel dope avez-vous pris qui vous a rendu psychotique? J'ai pris les amphétamines, j'ai pris de l'ecstasy. Les amphètes. Comme n'importe qui se magasine de quoi, tu sais pas. De c'est la quoi. pinotte. Hein, mon Sébastien? Non, mais comme la n'importe pinotte. qui, dans le fond, on choisit d'aller acheter quelque chose, mais on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Hey, mais Personne ne Sébastien, le sait. Sébastien, Ouais. comment, à Saint-Méthode, alors qu'il y a 7 maisons, on peut avoir de la pinotte rendue là? Expliquez-nous ça. On peut se déplacer jusqu'à n'importe où, là, tout le tour du lac. À quelle place vous êtes allé pour acheter la pinotte? On a cherché, on était jeunes, hein. On a fait du pouce, au pire, on a trouvé dans un parking n'importe où. Là. À Quand Saint-Félicien? Quand on est jeune, là, on est capable de trouver n'importe quoi. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Très décourageant comme émission, mais la Non. lumière est faite. Hein? Merci. Non. Oui. Non. Oui. C'est l'émission la plus instructive que j'ai jamais faite en ondes. À demain, tout le monde. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.